pouvoir commencer. Donc juste pour vous rappeler un petit peu le but des cafés ACAD, donc c'est qu'une ACAD présente, une thématique particulière et qu'on puisse échanger autour de ça. Et du coup, aujourd'hui, on va laisser, Martin et Trésor de l'ACAD RDC, nous présenter, leur thématique qui est du coup l'accompagnement juridique et judiciaire des victimes des violences basées sur le genre dans la province de la Chopo, en RD Congo. Oui, je disais, nous remercions la FIACAT de nous avoir associés à ces cafés, à CAT, afin de parler de la thématique liée aux violences basées sur le genre. Nous, c'est ACAT RDC, donc l'une des branches de ACAT de la République démocratique du Congo. Et nous sommes dans une des régions dans une des 26 régions du pays, où, donc dans la partie nord-est. Donc, nous sommes basés dans la province de la Chopo, plus précisément dans la ville de Kisangani. Et pour cet échange, nous allons peut-être interagir avec certains des membres qui vont participer à ces cafés. Mais plus principalement, nous allons interagir ensemble avec Maître Trésor Asimbo, qui est la présidente de ACAT Chopo, ACAT RDC Chopo, et moi-même, l'un des membres de ACAT Chopo. Oui, c'est Maître Trésor Asimbo. Je suis avocate et je suis la présidente de ACAT Chopo dans la province ex-orientale. Oui, merci beaucoup. Donc, nous allons procéder d'abord, je ne sais pas, Marion, Lisa, si on peut passer au slide suivant. Oui, merci beaucoup. Pour ces petits échanges, nous avions voulu un peu parler de quelques généralités dont nous allons essayer d'épingler quelques lignes en rapport avec l'implantation de ACAT au niveau de la Grande Orientale à l'époque et actuellement dans la province de la Chopo. Après, nous allons essayer de parler de quelques causes liées aux violences basées sur le genre dans la province de la Chopo. Et également, nous allons donner quelques conséquences de ces violences. Et parce que nous avions eu à travailler dans un petit projet, notamment entre 2021 et 2022, bien que nous continuions avec ça, mais à des proportions un peu plus restreintes. Nous allons parler des droits qui sont un peu spécifiques aux victimes de violences basées sur les genres, de violences sexuelles. Et nous allons également épingler également les quelques besoins prioritaires. Et nous allons aussi parler dans le cadre de ces activités, ce que nous avons eu à mener comme activité et également ce que nous avons eu à atteindre comme résultat. Et enfin, nous allons lancer le débat pour que chacun des participants à ces cafés puisse enrichir le débat avec les contributions, donc les échanges et aussi des questions éventuelles. Voilà un peu ce que nous avons prévu pour cet échange. Je ne sais pas si à ce niveau, on peut continuer ou il y a quelques suggestions ou encore quelques préoccupations qu'il faut à ce niveau, est-ce qu'on peut continuer ou il y a quelque chose parmi les participants qui voulaient interagir, soit comme question
avant de continuer. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Moi, à mon niveau, je pense que c'est bon. Je n'ai pas d'objection par rapport au plan que vous avez établi. Oui, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, nous allons directement passer au premier point. Et je crois Maître Trésor va nous donner un peu l'historique des ACAT RDC. Donc ACAT au niveau de la province de la Tchopo. Après, nous allons continuer avec la suite de la présentation. Bon, en attendant que nous puissions avoir Maître Trésor, je disais, ACAT RDC a pour objectif principal de lutter contre la torture, la peine de mort et l'impunité, ainsi que les exécutions extrajudiciaires. Donc, et elle sensibilise la société civile aux droits de l'homme et les autorités également au respect de leurs engagements. Parmi les moyens d'action, il y a le renforcement des capacités des membres, il y a la sensibilisation, il y a également l'organisation des manifestations comme des colloques, des conférences, tout ça. Et en province orientale, parce que l'ancienne subdivision au niveau du pays, il y avait d'abord 11 régions et parmi ces régions, il y avait la province orientale. Et cette province orientale a été scindée en 4 provinces. Et parmi les 4 provinces, il y a actuellement la province de la Tchopo, qui a comme chef-lieu la ville de Kisangani. Et au niveau de la Tchopo, ACAT a vu le jour depuis 2006. Et elle intervient dans plusieurs programmes, notamment la protection des groupes vulnérables, dont les victimes de violences sexuelles, les enfants en situation difficile, parce que, comme vous le connaissez, la République démocratique du Congo, plus particulièrement la partie Est, connaît jusqu'à ce jour les violences de tout genre. Alors, parmi les moyens d'action, il y a la CAT intervient également pour la protection des enfants en situation difficile. Il y a également la pacification, il y a également l'éducation civique et électorale, il y a également la dynamique des femmes. Donc, ACAT travaille avec certaines organisations féminines et aussi elle intervient dans les questions qui touchent à la démocratie. Oui, si on peut passer au slide suivant. Oui, merci. ACAT Tchopo est aussi membre du consortium des organisations de la société civile ici au niveau local. Et aussi, elle travaille en étroite collaboration avec certaines institutions publiques, dont certaines divisions des droits humains, la division de la santé, la division du genre, famille et enfants, et la division de la justice. Et dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles en province de la Tchopo, ACAT a mené ou encore mène souvent des actions et des activités d'accompagnement juridique et judiciaire des victimes de violences sexuelles, parce que, bon, il faut admettre que au sein de ACAT, nous avons des avocats, nous avons des médecins, nous avons également des psychologues, des sociologues et des économistes également. Donc, mais dans la plupart de ces activités un peu principales, ACAT assiste les victimes de violences sexuelles au sein donc à toutes les étapes de la procédure pénale, donc au niveau de la phase préjuridictionnelle jusqu'aux instances juridictionnelles. Et pour cela, ACAT travaille souvent avec des partenaires qui sont aussi
ponctuels, certains sont ponctuels et d'autres un peu plus permanents, selon les domaines de ces partenaires. Et pour l'année 2021 et 2022, ACAT a travaillé avec l'Agence belge pour le développement, ENABEL, dans son programme de lutte contre les violences sexuelles donc au niveau de la Chopo ici. Et puisque nous allons beaucoup plus partir de l'expérience de 2021 et 2022, et ACAT a travaillé donc pour toutes ces activités, ACAT a amené des activités de prévention et des activités de prise en charge. Et comme la prise en charge est souvent holistique, nous nous sommes occupés justement de la prise en charge juridique et judiciaire des victimes de violences sexuelles. Oui, si on peut passer au slide suivant. Oui, alors de l'analyse du milieu, il s'est dégagé quelques causes liées aux violences sexuelles au niveau de la région de la Chopo et plus particulièrement dans la ville de Kisangani et ses environs. Et parmi ces quelques causes, il y a certains qui sont liés à l'individu, donc à la personne elle-même, et parmi lesquels il y a d'abord les faibles niveaux d'instruction, il y a également la pauvreté, il y a également les actes de violences qui sont commis au niveau des ménages, il y a également la dépendance, il y a les invalidités. Certaines victimes parfois sont des personnes vulnérables, dont par exemple les albinos. On peut trouver aussi également les personnes vivant avec handicap et aussi des personnes qui ont des problèmes mentaux. Alors, parmi les facteurs ou encore les causes sociaux et culturelles, il y a certaines pratiques culturelles qui aujourd'hui favorisent la commission des actes de violences sexuelles et les actes de violence basés sur les genres. Il y a également certaines croyances religieuses et il y a aussi dans certains milieux des normes qui accordent plus de contrôle sur le comportement des femmes. Donc, il y a plusieurs restrictions qui sont dirigées ou encore orientées vers la femme. Il y a également l'acceptation de la violence comme méthode de résolution des conflits. Donc, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à un jungle. Et comme vous le savez, la République démocratique du Congo et également la partie nord-est du pays a connu plusieurs guerres et conflits armés. Il y a également les conflits communautaires qui ont aussi occasionné ou encore favorisé la commission des actes de violence sexuelle. Il y a également l'exercice du pouvoir politique, il y a également donc il y a des conflits comme actuellement, il y a l'une des communes, la ville de Kisangani, compte en son sein 6 communes, mais l'une des communes est actuellement, donc en plein centre-ville, il y a un conflit qui date déjà de plus de 2 ans où il y a des groupes, des communautés qui se battent à cause de la terre et il y a des déplacements massifs à tel point qu'on a créé un site où les déplacés sont gardés. Et actuellement, même dans ce site-là, il y a des actes de violence sexuelle qui sont commis jusqu'à ce jour. Et nous avons également constaté que les pouvoirs aussi fait partie les pouvoirs fait partie des causes liées aux violences sexuelles. Donc,
il y a certaines autorités qui ont tendance toujours à abuser de leur situation, de leur position. Donc, on retrouve même des chefs, on a eu à assister à des cas où un chef religieux, un pasteur qui viole ses fidèles et plus encore les fidèles qui sont mineurs. Donc, c'est parmi aussi les cas d'abus de pouvoir. Il y a également certaines autorités politico-administratives. Il y a également les hommes en uniforme qui aussi commettent ces actes-là à cause de leur position. Dernièrement, il y a eu un colonel qui a été condamné pour avoir violé une fille de 17 ans, je crois. Et il y a également, parmi les facteurs, il y a enfin les facteurs juridiques et judiciaires. Donc, la République démocratique du Congo est un pays vaste et la province de la Tchopo, c'est la première province en termes de superficie. Alors, il y a parfois les victimes qui ont des problèmes pour se déplacer de là où elles se retrouvent jusqu'à atteindre les juridictions ou encore la police, les parquets ou encore les tribunaux. Donc, il y a l'éloignement des victimes des juridictions. Il y a également l'inaccessibilité à cause de cet éloignement. Il y a également l'impunité. Il y a certains, ils peuvent violer aujourd'hui et demain, il est relâché et s'ils donnent quelque chose. Et la plupart des victimes, ce sont des démunis et qui n'ont pas aussi des moyens pour pouvoir accéder à la justice. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Comme conséquence, il y en a plusieurs, mais on a essayé un peu de regrouper les conséquences. Il y a des conséquences physiques. Donc, il y a par exemple, les lésions corporelles. Il y a les infections sexuellement transmissibles. Il y a également le VIH-Sida. Il y a des cas de torture. On a vu même des cas de mort à la suite des violences sexuelles. Et il y a également les conséquences psychologiques. Il y a des victimes qui ont développé des problèmes de troubles de mémoire et comportementaux. Donc, à chaque fois que la victime se souvient de ces actes, et surtout qu'il y a des cas où une victime peut être violée avec plusieurs hommes, une dizaine. Et ces cas-là, ce sont des cas un peu compliqués où on a vu des situations que la victime était devenue comme une folle. Alors, ce sont des cas qui ont nécessité une prise en charge psychologique. Et il y a également les conséquences sociales. Donc, on assiste beaucoup plus actuellement au phénomène enfant de la rue. Donc, plusieurs enfants sont jetés. Vous pouvez retrouver des enfants communément appelés ici chez nous des chégués, donc les enfants de la rue. Il y a également les cas d'abandon. Donc, ça fait partie des causes sociales et des conséquences sociales. Et il y a également, sur le plan économique, il y a la pauvreté, il y a également la faim, la malnutrition, tout ça, ça fait partie des conséquences des victimes, donc des actes de violence sexuelle au niveau de la Tchopo. Oui, si on peut passer au slide suivant. Oui, par rapport aux droits et besoins des victimes, il y en a plusieurs, mais on a essayé un peu d'épingler quelques-uns qui sont un peu plus spécifiques et aussi plus
prioritaire aux victimes. Donc, la loi a reconnaît une personne lésée par un comportement sexuel non consenti de pouvoir bénéficier des mécanismes de protection juridique afin de garantir sa dignité. Donc, au titre de ces droits, nous avons d'abord le droit à la confidentialité. Donc, il y a des cas de violences sexuelles qu'on a connus et qui ont, à cause de n'avoir pas bien maîtrisé les principes de gestion des cas de violences sexuelles, il y a eu des cas où une dame a été violée par les hommes en uniforme et que ça a dégénéré et il y a eu rupture des liens conjugaux. Donc, il y a les principes de confidentialité qui supposent que la victime est la seule personne qui a le droit de décider avec qui elle souhaite partager l'information. Donc, il y a des cas où la victime, par exemple, ne veut pas collaborer avec soit les services de prise en charge ou encore la victime ne veut pas assez que l'un de ses parents puisse comprendre ou encore connaître qu'elle a été violée, tout ça. Et après les droits à la confidentialité, il y a également les droits à l'information. Donc, la victime, une fois violée, elle doit d'abord comprendre les circuits de prise en charge et aussi connaître ses droits ainsi que les mécanismes que la loi prévoit pour son accompagnement. Bien que cet accompagnement ait à plusieurs dimensions, mais la victime doit quand même avoir l'information sur ses droits et aussi ce qu'il peut faire il peut entamer comme procédure. Il y a également le droit au respect. Donc, tous les actes posés, que ce soit par les prestataires ou encore, surtout les prestataires, la victime doit être respectée. Et il est parfois proscrit que la victime puisse avoir des jugements. Donc, on puisse la juger et aussi porter des jugements de valeur et des questions qui n'ont pas aussi d'importance. Donc, il faut respecter la victime et aussi respecter ce qu'elle veut. Parce que sa liberté, donc la victime doit consentir à la prise en charge ou encore à ce que sa cause soit défendue tant au niveau des instances judiciaires qu'au niveau des autres institutions publiques. Il y a également le droit à la sécurité. Ici, la sécurité intervient à double niveau. D'abord, au niveau de la victime elle-même et également au niveau des prestataires. Parce qu'il y a des cas où certains prestataires ont été victimisés puisqu'ils tenaient à ce que la cause de la victime soit portée devant les instances judiciaires. Prochain slide, s'il vous plaît. Il y a également le droit à la non-discrimination. Donc ça, c'est aussi parmi les droits spécifiques de la victime, puisque les lois, les politiques et les procédures ne doivent pas avoir de discrimination à l'égard de la victime, à cause notamment de sa situation, de sa race, de son sexe ou encore ses origines sociales ou de nationalité. L'objectif est de ne pas causer du tort aux victimes et même de manière involontaire. Donc,
les besoins d'une victime se résument aussi dans la nécessité de bénéficier de la prise en charge multisectorielle pour son bien-être physique, mental, juridique et socio-économique. Donc, au niveau des activités que ACAT a y amener, la prise en charge, comme on le dit, c'est une prise en charge qui est un peu holistique et multidimensionnelle. Donc, puisque une fois la personne violée, on doit avoir, par exemple, besoin d'un médecin pour examiner sa situation et puis prévenir les cas de grossesse non désirée, des cas des maladies sexuellement transmissibles. Et aussi, la victime peut présenter des cas de troubles comportementaux. Donc, et là, on aura aussi besoin d'un psychologue pour que il puisse examiner sur le plan psychologique la victime. Et aussi, si la victime souhaite que son cas puisse être porté devant les instances judiciaires, on aura également il y a également les besoins juridiques et judiciaires qui se présentent. Et aussi, nous avons parlé du circuit d'accompagnement. Donc, la victime doit être informée sur les circuits de prise en charge, c'est-à-dire de la phase s'il y a un besoin médical, la victime doit connaître ses besoins en rapport avec l'aspect médical. Il y a également l'aspect psychosocial et aussi juridique. Mais également, il y a certaines victimes qui sont de démunies, qui souvent aussi ont besoin d'une prise en charge socio-économique. Oui, on peut passer. Oui, donc de 2021 à 2022, il y a eu certaines activités qui ont été menées avec l'appui de l'Agence belge pour le développement, où on a eu à mener certaines activités, et ces activités avaient comme objectif de renforcer le pouvoir de décision des victimes de violences sexuelles et de leurs proches d'exercer une action en justice à travers l'accompagnement juridique et judiciaire, ainsi que l'appui financier de leurs dossiers, parce que la plupart ont souvent un problème de moyens financiers. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs activités qui ont été menées. Il y a eu des activités de prévention et également des activités de prise en charge qui ont été planifiées et réalisées. Parmi les activités de prévention, oui, merci, on a eu à mener les ateliers de renforcement des capacités des avocats, des défenseurs judiciaires, des officiers de police judiciaire sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Donc ici, on a considéré plus la chaîne pénale, où on a commencé à informer, donc à renforcer les capacités des OPJ, parce que les dossiers souvent commencent au niveau de la police, au niveau du parquet et au niveau des cours et tribunaux. C'est comme ça que nous avons eu à organiser ces ateliers de renforcement des capacités. Et il y a également des séances de sensibilisation des policiers. Donc, par mois, à l'intervalle de 3 mois, donc trimestriellement, on a eu à organiser des séances de sensibilisation de 60 policiers, où on les invitait et on les expliquait les questions ou encore la gestion des dossiers de violences sexuelles. Pour ces 2 ans, on a eu à organiser 4 séances de sensibilisation où 185 policiers ont bénéficié de cette sensibilisation.
Oui, on peut passer. Oui, il y a également les séances de sensibilisation au niveau des écoles où on a ciblé 8 écoles. On a également sensibilisé les membres des communautés, d'où on est passé dans certaines églises, 8 aussi, où on a parlé des questions liées aux violences sexuelles. Et aussi, on a beaucoup plus insisté sur le fait que il faut dénoncer les cas de violences sexuelles et également, on expliquait aussi aux participants les circuits de prise en charge. Les circuits de prise en charge des cas de victimes de violences sexuelles au niveau de la ville de Kisangani et ses environs. Oui, on peut passer. Oui, merci. Dans ce tableau, le tableau reprend les statistiques que nous avons identifié 120 victimes qui ont bénéficié de l'assistance juridique et judiciaire au niveau des instances judiciaires de la ville et de la province de la Chopo. Il y a les tableaux. Au niveau de la police, on a eu 5 et au niveau du parquet des grandes instances, il y a eu 8 cas de violences sexuelles. Au niveau du tribunal pour enfants de Kisangani, c'est là où on a connu un peu plus un nombre élevé, 64. Au niveau du tribunal des grandes instances de Kisangani, nous avons eu à assister 41 victimes. Et au niveau du tribunal des grandes instances de Yangambi, un cas. Et aussi au niveau du tribunal militaire de garnison, un cas. Donc, ce qui donne un total de 120 victimes qui ont bénéficié de l'assistance juridique et judiciaire de Akat Chopo. Oui, on peut passer. Oui. Et il y a également les émissions radio qui ont été animées, donc à un rythme aussi trimestriel. Nous avions organisé 4 émissions radio avec des thématiques un peu plus différentes. Maintenant, parmi les 120 dossiers qu'on a identifiés et assistés, il y a eu 85 qui ont bénéficié d'un appui parce que l'Agence belge pour le développement avait disponibilisé une petite somme pour couvrir certains frais de procédure des dossiers de victimes de violences sexuelles. Et c'est ainsi qu'au niveau du parquet des grandes instances, nous avons il y a eu un dossier qui a été financé. Et au niveau du tribunal des grandes instances et du tribunal pour enfants de Kisangani, il y a eu 50 dossiers qui ont bénéficié de l'appui financier. Il y a également au niveau du tribunal des grandes instances de Kisangani, où il y a eu 33 dossiers. Et au niveau du tribunal des grandes instances de Yangambi, il y a eu un dossier. Et au niveau du tribunal militaire de garnison de la Chopo, il y a eu un dossier. Et parmi ces dossiers, au niveau du parquet des grandes instances de Kisangani, il y a eu un dossier. Donc, l'unique dossier n'a pas connu son aboutissement parce que souvent, la victime vient aujourd'hui et après, elle disparaît. Même si vous vous rendez au lieu où elle avait donné son adresse, vous ne la trouvez pas. Et il y a également au niveau du tribunal des grandes instances de Yangambi, où l'unique dossier aussi n'a pas aussi abouti. Donc, parmi les 85, il y a eu des dossiers qui n'ont pas abouti. On peut passer? Oui. Parmi les activités de conseils d'assistance et de représentation juridique et judiciaire, nous avons, je crois,
au niveau du tribunal, ça c'est le tableau qui reprend les dossiers qui ont bénéficié de décisions judiciaires. Donc, au niveau du tribunal pour enfants de Kisangani, nous avons eu 22 décisions. Au niveau du tribunal de grande instance de Kisangani, on a eu 5 décisions. Et au niveau du tribunal militaire de garnison, on a également eu une décision judiciaire. Donc, ce sont des dossiers qui ont abouti. Donc, il y a certains dossiers donc, qui ont vu les bourreaux ou encore les violeurs être condamnés. Il y a aussi des cas des acquittements. Donc, ce sont les tableaux qui illustrent. Je crois Louisa pourra partager avec tous les autres participants. Oui, on peut passer. Oui, lors de ces activités menées, on a eu à constater quelques difficultés. D'abord, il y a le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Donc, le Congo est un pays vaste, est un pays continent. On a où, jusqu'à ce jour, il y a certaines juridictions qui n'ont pas de magistrats. Donc, ce sont des juridictions qui ne fonctionnent presque pas à cause de l'insuffisance ou encore de l'absence des magistrats. Ce sont des dossiers qui ont été... Il n'y a pas moyen de pouvoir saisir les instances parce que les magistrats ne sont pas là et les juridictions ne fonctionnent pas. Il y a également le cas de l'éloignement entre les victimes et les juridictions pénales. Donc, il y a par exemple une victime, il y a dans le tribunal de grande instance de Yangambi, parce que nous avons au niveau de la région, au niveau de la province, nous n'avons que 2 tribunaux de grande instance. L'une est au niveau de Kisangani, chef-lieu de la province, et l'autre c'est à Yangambi, à plus de 100 km. Et la province a 7 territoires. Donc, le tribunal de grande instance de Yangambi couvre les 7 territoires. Donc, une victime parfois doit quitter un territoire pour rejoindre ou encore arriver au niveau de Yangambi. Elle peut faire 500, 600 km et avec le temps de la route, avec les difficultés de mobilité, ça pose problème. Surtout que la plupart des victimes n'ont pas de moyens financiers. Donc, l'éloignement des victimes de juridiction a été aussi parmi les difficultés rencontrées. Il y a également la non-comparution des victimes aux audiences. Donc, une victime peut se présenter aujourd'hui et au niveau du tribunal et on accomplit le devoir, on renvoie par exemple la cause et elle est même informée du jour de l'audience prochaine. Même si vous l'appelez le même jour de l'audience, la victime ne se présente pas parce qu'il y a souvent les cas de... Donc, les victimes n'ont pas aussi confiance à la justice. Il y a également l'élasticité des procès. Donc, il y a des dossiers, parmi les 120, il y a des dossiers qui n'ont pas été, qui n'ont pas connu de suite, parce que même la loi congolaise prévoit que la gestion d'un dossier de violence sexuelle doit en réalité être traité ou encore examiné en dehors de 4 mois. Donc, au niveau de la police jusqu'au niveau du tribunal, c'est au moins 4 mois. Mais on a constaté qu'il y a eu plusieurs cas, plusieurs dossiers qui ont été en souffrance. Il y a des dossiers qui ont fait 2 ans, 3 ans, et jusqu'à même aujourd'hui, il n'y a pas de décision disponible. Il y a les cas de désistement. Les cas de désistement ici, des victimes ou encore de leurs proches, des parties civiles, c'est lié donc les victimes ne font pas confiance à la justice. Pourquoi? Parce qu'elles savent que si son affaire est portée au niveau de la justice,
elle n'aura pas réparation. Donc, ce sont pour cela, la victime préfère procéder par les arrangements à l'amiable. Or, ces arrangements sont prohibés au niveau du pays. Il y a également l'octroi de liberté provisoire au bourreau. Et on a connu plus de cas au niveau du tribunal pour enfants où, puisque ça fait partie des droits de la personne, donc de l'enfant, l'enfant peut être confié, on peut confier la garde du bourreau, de ces violeurs-là, à ses parents. Et une fois confié à ses parents, l'enfant disparaît et il ne vient plus aux audiences. Et c'est comme si c'était quelque chose qui peut être considéré comme un acquittement. Donc, à cela, on a compris que plus il y avait des cas de garde d'enfants, plus il y avait des dossiers qui étaient aussi en souffrance au niveau des juridictions. Il y a également le retard dans les prononcés des jugements au niveau du tribunal de grande instance. Donc, au niveau du tribunal de grande instance, comme il y avait aussi un problème de disponibilité des magistrats, des juges, il y a eu des dossiers qui étaient en souffrance et il y a eu des dossiers qui sont restés sans suite jusqu'à atteindre même voire même 3 ans. Donc, il y a eu plusieurs dossiers qui étaient en souffrance. Voilà un peu des mots, ce que nous avons eu à prévoir comme expérience de ce que nous connaissons ici au niveau de la province de la Chopo. Le débat est lancé. Je crois que les contributions des uns et des autres vont encore enrichir ces débats, notamment les contributions très attendues de Lamine qui va sûrement nous parler de l'expérience de la Guinée. Merci beaucoup. Merci Martin pour cette présentation. Merci. Je crois que vous avez déjà... Vous avez la... Oui. Elle est en ligne? Oui, elle vient de lever la main. Ah, d'accord. Je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Maître Martin. Nous avions, nous avions aussi créé un système, un mécanisme de One-Stop Center. Et avec les différentes réunions que nous avions connues avec les autres associations, nous avions constaté que certaines femmes mariées qui ont été victimes de violences ont été quand même réadmises dans leur foyer. Et cela s'est fait aussi pour les jeunes filles qui ont été exclues des écoles. Nous avons pu quand même obtenir de la réintégration dans l'école, ce qui est un grand atout parce qu'on ne peut pas laisser la jeune fille traîner dans la rue parce que là, elle a conçu un enfant issu d'un cas de viol. Voilà un peu ce que je voulais ajouter en attendant de répondre à d'autres préoccupations si on a. Merci. Merci Trésor. Est-ce que quelqu'un a des questions ou souhaite participer? Oui, moi, j'ai quelques questions à poser. On t'écoute, Lamine.
Bien. C'est Lamine Tunkara de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous, MDT, en Guinée. Et présentation de mon très cher ami Martin. Et j'ai quelques questions, notamment au niveau de la prise en charge des victimes. Il a parlé de la prise en charge holistique des victimes. On sait qu'aucune structure, c'est-à-dire aucune ONG ne peut à elle seule offrir toutes les prises en charge aux victimes de VBZ. Maintenant, je voudrais savoir auprès de lui, au niveau de la République démocratique du Congo, notamment au niveau de la région de Tchopo, est-ce que l'accent est vraiment mis sur la prise en charge psychosociale des victimes? Parce que c'est un véritable problème chez nous ici en Guinée. Peut-être j'aurai l'occasion d'aborder tout à l'heure là. Est-ce que vraiment il y a un effort qui est fait dans ce sens? Et voilà, pour les victimes, quoi. Parce que chez nous, c'est vraiment le côté le plus... c'est le côté, si on a un côté faible aujourd'hui sur le terrain par rapport à la prise en charge des victimes, c'est par rapport à ça. Donc ça, c'est la première question. Martin, vous me recevez? Oui, je vous suis. Nous vous suivons. Nous vous suivons. Voilà. Voilà. Maintenant, par rapport au VBZ aussi, je voudrais que vous me parliez un peu de, en termes de proportion, bien sûr, quelle est la violence la plus récurrente? La violence la plus récurrente au niveau de la RDC, précisément au niveau de la région Tchopo. Maintenant, la troisième, je crois que ça, c'est peut-être pas une question. Est-ce que dans la mise en œuvre de vos activités, vous travaillez en étroite collaboration ou en synergie d'action avec les organisations féminines? Par exemple, les clubs des jeunes filles leaders ou les organisations purement féminines des jeunes filles. Est-ce que vous travaillez avec ces structures-là au niveau de votre région dans le cadre de ces activités? Merci pour le moment, Martin. Avant de reprendre la parole, peut-être pour les contributions en ce qui concerne la République de Guinée. Merci beaucoup. Merci. OK. Lisa, on répond directement? Oui, c'est bon. D'accord, merci. Merci mon ami Lamine pour les préoccupations. Je crois au niveau du pays, il y a certes cette difficulté de pouvoir avoir des services spécialisés dans la prise en charge des VBG, dont notamment les volets psychosocial. Et au niveau de la province ici, nous avons un centre de santé qui est un centre de santé de référence qui s'occupe des victimes de violences sexuelles. Et dans ce centre de santé, on retrouve des psychologues bien formés. Des psychologues bien formés. Et c'est avec ces centres de santé que nous travaillons souvent en étroite collaboration. Donc, les centres de santé de référence Prince Al-Walid. Et dans ces centres-là, il y a des infirmiers, il y a tout le personnel soignant et formé dans la gestion des dossiers des VBG. Il y a également, parfois, s'il y a un cas où une victime qui a besoin de pouvoir bénéficier de l'assistance juridique et judiciaire, on fait appel à l'avocat. Souvent aussi, on fait appel à un OPJ, à un policier, de pouvoir prendre les déclarations au niveau du centre de santé même. Parce qu'il y a, comme l'a dit Maître Trésor, il y a des mécanismes qui sont mis en place, notamment les centres intégrés multisectoriels où on peut retrouver dans
dans un même site, on peut retrouver les services de prise en charge psychologique, on peut trouver les services de prise en charge médicale, juridique aussi. Donc, voilà un peu. Il n'y a pas assez de services psychosociaux, mais quand même, nous avons des psychologues bien formés que nous travaillons avec. Et s'agissant de la question liée à la typologie des violences récurrentes, je pense que c'est le viol. Il y a plus de cas de viol que d'autres. Par rapport au travail avec les organisations, oui, ACAT, comme vous l'avez dit vous-même, une seule organisation ne peut pas à elle seule travailler dans la gestion des cas de violences sexuelles. Donc, nous travaillons avec les organisations qui s'occupent, qui sont dans la lutte et aussi la prise en charge. Et nous travaillons également, et ces organisations interviennent tantôt dans la prévention, tantôt dans la prise en charge. Mais également, il y a au niveau de la division provinciale du genre famille et enfants, il y a un mécanisme qui est mis en place depuis, je crois, 2017. Et il y a des réunions mensuelles qui regroupent les acteurs de la société civile qui militent contre les violences basées sur les genres. Donc, nous travaillons souvent, il y a souvent aussi des activités de sensibilisation où nous ciblons parfois les cas donc les relais communautaires. On peut aussi cibler les organisations féminines. On peut également cibler les écoles, les jeunes également, pour parler de ces questions de violences sexuelles. Donc, voilà un peu quelques éléments que j'avais pour ces questions. Je ne sais pas si Maître Trésor a quelque chose pour ajouter. Oui, j'avais quelque chose à ajouter. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, on s'entend. Oui, on t'entend bien. Oui, en rapport avec la prise en charge holistique, il y a aussi un système qui est mis en place ici, c'est la référence et la contre-référence. C'est un système où si une de victimes passe par exemple par le volet médical, il se retrouve à l'hôpital, ces derniers sont censés d'entrer en contact avec un psychologue, avec un avocat, avec un chargeur de social pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui doit être fait pour cette victime. Et au-delà de cela aussi, pour ce qui est de sa deuxième préoccupation en rapport avec la violence la plus récurrente, comme l'a dit Maître Martin, c'est le viol. Mais lorsque nous sommes dans nos échanges, il y a un aspect qui nous divise un peu parce qu'il y a des cas où nous nous retrouvons avec des victimes tous mineurs. Et pour certains, ce sont des enfants, ils sont mineurs et ils se disent être copains, c'est mon petit ami, c'est mon copain. Et ce sont les parents qui sont les premières personnes à porter plainte ou à s'insurger contre cette relation. Et on se dit, devons-nous considérer ces deux mineurs comme étant de violeurs ou comme la loi le dit, notre loi ici en République démocratique du Congo veut que tout enfant âgé de moins de 18 ans soit considéré comme mineur. Mais ces deux enfants, tous mineurs, et l'un des parents, dans la plupart des cas, ce sont les parents des enfants filles qui vont ou qui portent plainte contre cet enfant-là mineur, l'autre enfant mineur. Et alors, tous deux étant de mineurs, doit-on considérer qu'il y a quand même cette violation de la loi ou un cas de viol? C'est un peu ça
les débats actuels qui semblent diviser les différentes ONGD qui luttent contre les violences sexuelles. Voilà un peu ce que j'avais à ajouter. Merci à toi, Trésor. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir? Oui, Claire. Ton micro est éteint, Claire. Oui, est-ce que ça va? Oui, on Est-ce que vous t'entend. m'entendez? Oui. Oui, ben, écoutez, c'est très bref. Je voudrais simplement exprimer d'abord toute mon admiration pour le travail qui est fait chez vous au Chopo par toutes sortes d'experts et de non-experts devant un problème immense et énorme dont on entend beaucoup parler ici parce qu'il y a quand même beaucoup de réfugiés de RDC, particulièrement de l'Est de la RDC chez nous. Alors, on est assez au courant de la situation, mais là, vous nous donnez évidemment des renseignements encore plus importants. Et ben voilà, j'admire énormément votre travail. Je voulais dire aussi que j'ai été impressionnée par dans la section droits et besoins des victimes, en tout cas en principe, je ne sais pas si ça s'applique complètement, mais en principe, cet immense respect pour les victimes, pour le droit qu'elles ont à la confidentialité, à ne pas partager ce qu'elles ne veulent pas partager ou à le partager seulement avec les personnes avec lesquelles elles veulent le partager. C'est un principe absolument fondamental dans les questions d'abus sexuels de toutes sortes. Alors, j'espère que c'est bien respecté parce que ça m'impressionne. Je trouve que c'est vraiment excellent. Alors, bien, encore une fois, vraiment toute mon admiration pour le travail extraordinaire que vous faites et merci d'être présent ce matin pour nous en faire part. Merci beaucoup. Merci. Si je peux, je me permettrais de poser une autre petite question puisque personne ne parle à Maître Trésor qui a parlé de la réintégration des jeunes femmes ou même des jeunes filles victimes, dans certains cas, leur réintégration dans leur foyer, ce qui ne doit pas être toujours évident, et dans d'autres cas, la réintégration dans l'école, ce qui n'est pas évident non plus. Comment est-ce que vous faites et c'est extrêmement important pour la survie des victimes, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites de la négociation au sein des familles ou au sein des écoles? Si vous pouviez nous dire un petit mot supplémentaire sur votre manière d'assurer cette réintégration, et est-ce que vous considérez que vous avez un taux élevé de succès? Oui, merci Claire. Je dirais que nous allons vers la division des affaires sociales. C'est un bureau qui est installé au niveau de la commune. Nous allons avec eux, avec le système de référence et contre-référence. Et lorsqu'il y a ce cas, ce sont maintenant eux qui se chargent d'aller vers les familles ou soit vers les écoles. Mais sur quelques cas que nous leur avions confiés et lors de nos différents échanges, nous avons constaté quand même qu'il y a au moins 70% des cas qui ont abouti. Il y a cette réintégration qui est faite, bien que difficilement, surtout si les filles évoluaient dans des écoles conventionnées. Parce que dans les écoles conventionnées, c'est vraiment difficile, mais quand même, nous avons pu constater qu'ils ont accepté de reprendre ou de réintégrer ces filles, mais c'est à travers la division des affaires sociales que cela se passe. Merci. Martin, si tu veux répondre également, tu peux. Oui, merci. Je voulais illustrer par un cas où l'année dernière, connu
une fille de 12 ans qui a été violée et malheureusement pour elle, elle était tombée enceinte. Alors, c'est un cas exceptionnel où la fille, et surtout comme l'a dit Maître Trézon, les écoles conventionnées souvent beaucoup plus de cas. Et malheureusement, heureusement, on a connu ces cas-là et la fille a été acceptée dans son école, donc dans un lycée. Et en étant enceinte, elle continuait à aller à l'école. Donc, c'est un cas qui parfois n'arrive pas tous les jours. Donc, c'est un cas exceptionnel que je voulais partager avec vous. Merci. Bravo. Bravo, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Oui, Kathleen? Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voulais dire que je partage l'avis de Claire, que j'admire beaucoup votre travail. C'est vraiment, c'est beaucoup ce que vous faites et sur beaucoup de niveaux différents. Moi, je voulais juste dire que chez nous, en fait, le droit des femmes ou la défense des femmes qui sont en difficulté à cause de violences sexuelles, en fait, c'est un peu une zone grise pour nous. On se demande toujours si ça tombe sur notre mandat, justement, parce qu'il y a toujours y avoir, pour que ça tombe dans notre mandat, il y a toujours un acteur étatique. Et si je comprends bien, la raison pour laquelle chez vous c'est le cas, ça tombe vraiment dans le mandat de la CAT-RDC, c'est que en fait c'est le dysfonctionnement du système judiciaire, si j'ai bien compris. Oui, justement, c'est ça tombe sur notre mandat. Le système judiciaire congolais est un peu compliqué et puisque la gestion des dossiers, actuellement, la gestion des dossiers de violences sexuelles est devenue comme, je ne sais pas, un fonds de commerce où même un acteur judiciaire ou encore un policier, un magistrat qui n'a pas été formé pour la gestion de ces cas-là, une fois saisi de ces cas, l'acteur ou le prestataire ne veut pas lâcher. Donc, parce que derrière ça, il s'attend à quelque chose. Et souvent, on assiste à des cas de libération donc précipitée des violeurs où la personne, une fois arrivée au niveau, par exemple, du parquet, et elle est relâchée et ça crée parfois aussi une sorte de victimisation de la victime où la victime arrive à ne plus faire confiance à la justice. Donc, ce sont parfois des situations que nous connaissons et la justice elle-même aussi a plusieurs mots. On a du mal à faire confiance à la justice, notamment il y a plus de cas de corruption, il y a des cas où il n'y a pas de magistrats assez formés. Il y a un dossier où on a géré où les juges n'étant pas formés dans cette matière a eu du mal à poser des questions à la victime qui était mineure. Donc, ça a créé un scandale et jusqu'à ce qu'on a sollicité que le huis clos soit décrété. Donc, ça fait partie aussi, comme l'a dit Maître Trézon,
il y a des activités de prévention. Parmi ces activités de prévention, il y a des sensibilisations des acteurs judiciaires où nous leur faisons savoir comment il faut prendre en charge ces cas-là de violences sexuelles et également les actions de prévention et de lutte contre l'impunité. Donc, voilà un peu ce que j'avais à apporter comme élément de réponse par rapport à votre préoccupation. Merci à vous. On va essayer de clôturer la réunion pour 16h30. Du coup, on va recueillir les dernières questions ou remarques, s'il y en a. Oui, Kobe. Merci Marion, merci à tout le monde. Moi, je voudrais juste intervenir sur un point ici en Guinée. En fait, moi, ici à Guinée, nous n'avons pas encore travaillé sur ces genres de thématiques-là encore. Mais c'est quelque chose qui est vraiment récurrent ici en Guinée. Donc, je voudrais juste partager avec vous ce que nous vivons ici. C'est plutôt la violence ici basée sur le genre, ce qui est récurrent, c'est l'excision de la femme. Ici en Guinée, toutes les femmes, je peux dire 90% des femmes sont excisées. Et ce qui rend cette affaire très difficile à gérer, quand je vois les ONG qui luttent contre ça, ce qui rend difficile, c'est que la population même refuse, bien que ça soit une violence, mais la population refuse de croire que c'est une violence parce que pour eux, c'est une pratique normale. Et ça fait partie de leurs valeurs, ça fait partie de leurs coutumes. Donc, c'est difficile d'accepter que ça fasse partie je sais pas, que ça fasse partie de la violence, en fait. Pour eux, c'est normal. Et quand je vois les gens lutter contre ça, je regarde et j'ai du mal à accepter. Quand je partage avec mes amis, je dis, mais pourquoi? Même mes collègues, les gens me disent carrément, non, 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 n'interviens même pas dans ça parce que tu vas même pas gagner. Et les gens qui essayent d'accepter, qui font semblant en fait d'accepter, en fait, ils font un peu comme de l'hypocrisie. OK, on a compris, on va arrêter tout ça. Et après, ils continuent encore de faire. Et je n'arrive pas à comprendre. Alors que ici, le pays, la Guinée a ratifié ça. Mais quand même, ils continuent de faire. Et si Lamine était là, il allait plus intervenir parce qu'eux, ils ont un cas comme ça qu'ils sont en train de gérer. Il allait plus intervenir là-dessus. Mais moi, je ne sais pas si un jour, je pourrais vraiment lutter pour ça, quoi, parce que j'ai très mal. D'où je viens là, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire, mais ici en Guinée, moi-même, personnellement, ça me traumatise en fait, parce que quand je vois ça, je me dis, attends, comment est-ce qu'on peut faire souffrir les gens de cette manière? Mais ils trouvent ça normal. Moi, je voulais juste partager avec vous pour vous dire en fait ce qu'on vit ici. Sinon, moi, je n'ai pas encore traité ce genre de cas-là. C'était juste ça, mon intervention. Merci à toi. C'est vrai que Allô? c'est... Oui, Lamine? Oui, j'ai un sérieux problème lié à la connexion. Ok, Lamine, est-ce que tu peux nous éclaircir un peu sur l'excision de la femme ici en Guinée, comme toi tu es dedans il y a un peu longtemps? Je viens d'aborder le sujet, mais je ne m'y connais pas assez. Comme toi, tu as déjà géré. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Comme tu viens de dire, j'ai juste entendu les dernières parties de ton intervention. Comme j'ai mentionné dans la note que j'ai postée sur le groupe par rapport aux questions de violences basées sur le genre en général en Guinée, mais surtout avec la question spécifique des mutilations génitales féminines, qui est un véritable problème. Aujourd'hui en Guinée, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis, qui ont certes produit des résultats sur le terrain, mais il reste encore à faire.
beaucoup reste encore à faire. Donc, j'ai dit dans la petite note que j'ai postée sur le groupe que toutes les formes de violence basées sur le genre sont d'actualité en Guinée, notamment les cas de viol, surtout viol sur mineurs. À cause de ça, même la recrudescence même de cette infraction, je crois qui touche toutes les couches de la société, puisque même les influenceurs négatifs que sont les imams et les leaders communautaires en ce qui concerne les mutilations génitales féminines condamnent les cas de viol. Et il y avait une sorte de vindicte populaire qui s'est installée dans toutes les villes de la Guinée, ce qui a vraiment poussé les autorités à mettre un accent sur cette violence qui était un délit en Guinée avant 2016, mais qui est maintenant, avec le nouveau code pénal, un crime au niveau de la Guinée. Donc, mais quand vous prenez la question spécifique des mutilations génitales féminines, vous me recevez? Oui, oui, vas-y. Voilà. Quand vous prenez la question spécifique des mutilations génitales féminines en Guinée, il faut préciser que c'est une pratique qui est largement répandue dans toutes les régions de la Guinée, dans toutes les 8 régions administratives de la Guinée. Le taux de prévalence, comme je l'ai indiqué, c'est dans l'ordre de 96,8%. Les femmes âgées de 15 à 49 ans et de 45,3% des filles de 0 à 14 ans sont excisées en Guinée. Donc, quand vous prenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les régions, vous prenez la Basse-Côte, en 2016, selon l'enquête de 2016, c'était autour de 98,6%. Au niveau de la Haute-Guinée, la région de la Guinée qui fait frontière à la République du Mali, où moi je suis présentement, c'est 98,1%. Donc, la moyenne Guinée, 99,1%. La Guinée forestière, 92,0%. La zone de Conakry, où Agnès vit, c'est 96,1%. Donc, quand vous prenez le total, comme je l'ai mentionné à l'entame de mes propos, c'est dans l'ordre de 96,8%. Donc, c'est un véritable problème au niveau de la Guinée. L'État a certes fait des efforts en matière de réforme législative, mais aussi au niveau de la mise en place de certaines institutions, notamment au niveau de la police, qui est une office qu'on a mis en place, une office qu'on appelle OPOSEM, qui a quand même fait assez de résultats, il faut reconnaître. C'est l'Office national de protection du genre et mœurs en Guinée. Au niveau de la gendarmerie aussi, il y a les BSPPV, c'est-à-dire les brigades spéciales de protection des personnes vulnérables. Tout cet arsenal-là, on a mis tout ça en place pour pouvoir endiguer ces violences, les violences basées sur le genre, notamment les questions de mutilation génitale féminine. Mais jusqu'à date, comme je viens de mentionner, on a encore de sérieux problèmes. J'ai mentionné aussi dans mon intervention avec le plaidoyer des ONG, y compris l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. Au niveau des autorités législatives, on est parvenu quand même à opérer un changement majeur en 2016, où le terme mutilation génitale féminine a été vraiment utilisé dans nos lois, avec beaucoup de possibilités aussi données aux ONG de se constituer, comme je l'ai dit, partie civile dans les procédures de violence basée sur le genre. Parce qu'on assiste en Guinée, le véritable problème, Martin a dit dans son intervention, l'une des causes de la persistance de ces violences, c'est que la communauté en partie, ce n'est pas à cause de beaucoup de facteurs, dont le taux élevé d'analphabétisme, mais aussi les problèmes liés à la religion, les influences des hommes religieux. Il y a beaucoup de désistements dans les cas de violences basées sur le genre en Guinée. Ce qui fait que l'autorité législative était vraiment obligée de mettre en place une loi qui permet aux ONG de se constituer et de prendre la relève, même si la victime directement, même si la personne qui est directement victime de la violence se désiste,
pour que la procédure puisse continuer jusqu'au bout et puis pour qu'on ait une décision de justice en fait. Ça, il faut saluer ça parce que ça nous a vraiment permis, surtout nous au niveau de l'ONG, les mêmes droits pour tous, parce que nous faisons beaucoup aussi l'accompagnement juridique et judiciaire, compte tenu du fait que notre ONG, la plupart des membres sont des avocats et des juristes. Donc, la force de notre ONG, c'est sur tous les aspects juridiques et judiciaires. Donc, ça nous a permis quand même de faire des résultats sur le terrain au plan national, et avec l'appui de l'Union européenne d'un projet que nous venons de clôturer, qui nous a quand même permis de faire des résultats assez concluants. Bon, j'ai posé une question aussi à Martin par rapport à la collaboration entre les structures et puis les structures purement féminines, parce qu'on a fait l'expérience en Guinée. Et ça a vraiment donné, il y a des structures, beaucoup de structures féminines ici aujourd'hui en Guinée, notamment le club des jeunes filles leaders qui est représenté dans toutes les régions. Ce sont des organisations qui sont purement féminines, des jeunes filles, des étudiantes, mais aussi des jeunes filles qui sont au lycée, au collège. Parfois, il y en a aussi qui ne sont même pas allées à l'école, qui sont regroupées dans cette structure-là, qui font beaucoup de résultats quand même sur le terrain. Puisque la réticence de certaines victimes à vraiment se donner à fond dans la procédure quand ils ont affaire avec des hommes, chez nous ici, ça pose problème. Avec le partenariat avec cette structure-là, pratiquement tous les projets que nous avons dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, on les associe, on fait une convention de partenariat pour les impliquer. Donc, ça nous a aussi aidé en Guinée vraiment de faire des résultats par rapport aux questions de violences basées sur le genre. Voilà, donc si vous avez quelque chose à dire, pour l'instant, je crois que ce sont ces démos, parce qu'il a fallu que je me déplace du bureau pour aller ailleurs, pour pouvoir me connecter. Et puis hier soir, on a vraiment de sérieux problèmes ici liés à la connexion. Donc, je ne sais pas si vous avez pu capter quelque chose dans ce que je viens de dire là. Allô? Oui, merci. Merci, Lamine. Merci. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup, Lamine, pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ce partage de la part de Lamine. On fait un dernier tour des questions et de remarques avant de clôturer cet échange qui a été fort intéressant. Merci à vous tous pour ces interventions. C'était vraiment très intéressant et merci à Martin et Trésor pour nous avoir présenté leur travail en RDC, qui est vraiment admirable. Est-ce que certaines personnes souhaitent clôturer la réunion sur un mot qu'ils retiennent, ou si quelqu'un veut participer? Allô? Oui. Bien, moi, ce que je peux dire en termes de clôture, c'est de féliciter le A4 RDC pour le brillant travail qui vient d'être présenté. Je sais que c'est un domaine où c'est vraiment compliqué de faire des résultats compte tenu de beaucoup de facteurs. Mais avec tout ça, franchement, ce qu'ils viennent de présenter est salutaire. Mais la remarque principale que j'ai faite de cette présentation, c'est que les réalités en Afrique sont presque les mêmes, même s'il y a des dimensions qui sont beaucoup plus différentes. Mais les réalités, quand j'ai entendu Martin parler des causes des violences basées sur le genre, les causes qui ont été la culture, des cultures du moins, de la religion, voilà, c'est la méconnaissance des textes de loi, le taux élevé d'analphabétisme, voilà, c'est un peu nous partageons à peu près les mêmes réalités, même si les contextes sont différents, mais les réalités sont les mêmes en Afrique et c'est vraiment regrettable qu'on soit à ce niveau. Les efforts sont en train d'être fournis, mais les résultats tardent à venir. Je crois que le combat va continuer, c'est pas facile, mais on va continuer à se battre
La Guinée a un autre problème. On est en train de travailler sur un autre projet comme ça par rapport au droit d'accès des femmes à la terre. Ça, c'est un autre problème en Guinée où les femmes n'ont pas droit à la terre selon la religion, les coutumes, et c'est ancré dans nos codes. C'est le contraire, mais dans la réalité, les femmes n'ont pas droit à la terre. Ni du côté de l'air marine, ni du côté de l'air, considéré comme une forme de violence aussi. Et voilà. Plus maintenant, les cas de déni de ressources et d'opportunités. De manière générale, il y a des hommes qui s'opposent carrément à certaines activités, notamment liées à la santé, par exemple, et beaucoup d'autres activités. Il y a des gens qui disent que leurs femmes ne peuvent pas exercer ces choses-là. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, on garde l'espoir quand même, on va se battre et petit à petit, les choses pourront changer. Voilà, c'est sur ces mots que je peux vraiment mettre fin à mes interventions pour ce café-là. Et je dis merci à tout le monde. Alors, on vous remercie tous chaleureusement d'avoir participé à ce Café à 4 et pour vos interventions qui étaient toutes très pertinentes et vos partages d'expérience. On remercie aussi une dernière fois Martin et Trésor pour leur travail. Et on vous donne rendez-vous au prochain Café à 4. On vous transmettra également le PowerPoint et le lien de la réunion par mail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bye. à vous. Merci à tous. Merci, bye. Merci. Mon ami, content de vous voir. Hein? Merci. Lamine, je te salue. Oui. Allez. Merci.